pouvoir continuer. Un événement qui s'appelle Auteur à jouer, tourné, centré sur les écritures contemporaines jeunesse. Donc voilà, on est tous ravis. Le collectif RA, je ne suis pas tout seul, hein, il y a Vincent Zoba, Mathilde Boudy, le bureau, les collaborateurs, donc Claude Amiel, qui a travaillé aussi à la conception de ce projet, enfin tous les gens qui nous ont aidés, tous les partenaires, voilà, on est très ravis de se retrouver, enfin, après 3 ans de réflexion pour pouvoir partager ce moment. L'idée, c'était ces 2 choses. D'une part, un lieu de réflexion autour des écritures de jeunesse, avec des résidences d'auteurs sur l'année, des spectacles, un travail autour de ces écritures. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la manifestation sur une semaine, qui est l'occasion de se retrouver et de réunir aussi tous les gens qui travaillent autour de ces écritures. Pas seulement les auteurs, pas seulement les metteurs en scène ou les compagnies qui montent les textes en question, mais aussi évidemment les enseignants, les médiateurs, tous les gens qui interviennent et qui font découvrir aux jeunes ces textes écrits aujourd'hui. Voilà, donc ce premier moment de discussion, on voulait que ce soit assez généraliste, on va dire, parce que tout le monde n'est pas forcément, ne connaît pas forcément bien cette littérature jeunesse, théâtrale. C'est un répertoire assez jeune, mais voilà, qui existe quand même maintenant de façon très forte. Et donc voilà, il y aura 3 tables rondes aujourd'hui. Je vous dis le programme de la journée pour ceux qui veulent aller jusqu'à ce soir avec nous. Donc il y a d'abord ces tables rondes, 3 tables rondes de lecture jeunesse. Ensuite, il y aura l'ouverture de la manifestation à 18h30. Voilà, l'occasion d'échanger, de papoter, voilà, de grignoter. Et puis à 20h, il y a une présentation de L'enfant caché dans l'encrier de Joël Joannot. Et donc c'est une lecture spectacle, ça reste une lecture. C'est une première étape de travail du futur spectacle du collectif RA. Voilà. Ensuite, tout au long de la semaine, il va y avoir d'autres événements. En ce moment même, à la médiathèque, au centre social du Cordonnier et des Arabières, il y a 2 petites formes qui sont en train d'être jouées pour des centres sociaux et pour les enfants. À la médiathèque, il y a un conte avec des extraits de littérature jeunesse. Voilà, il y a une conteuse et des comédiens pour interpréter l'adaptation du succès. Vendredi, il y a Moustique, une mise en scène de Manuel Millard, de François Gérard. Samedi, il y a une journée autour de la résidence de François Duchâtel, qui est et donc qui est venu depuis maintenant plusieurs semaines pour écrire un texte pour un groupe de jeunes. Voilà, et le texte en question, les extraits de texte seront présentés samedi et le groupe va monter ce texte en juin. Et ensuite, donc il y a toute la journée de samedi autour de Françoise et son écriture. Principalement et coordinatrice théâtre pour l'éducation nationale sur ce département. Et donc je suis d'autant plus ravie d'animer cette première discussion sur la naissance du répertoire théâtral dramatique jeunesse, que je n'y connais absolument rien. C'est-à-dire que j'en suis bien Marie, mais en même temps je pense que je vais apprendre beaucoup de choses cet après-midi, parce que à tort ou à raison, en tant qu'enseignante en lycée, j'ai un peu eu peut-être la mauvaise habitude de vouloir faire découvrir le répertoire théâtral contemporain pour tous, et parfois même pour adultes, disons-le. Mais je suis d'autant plus avide de savoir des choses sur le répertoire théâtral jeunesse, qui, je n'en doute pas, aussi a des richesses à promouvoir. Voilà. Je vais laisser... Donc Pierre Bados. François commence à faire le bazar au fond. On parlera des résultats municipaux dans le Nord, François. Et donc, je suis directeur des éditions théâtrales, qui est une maison qui a une 30aine d'années, une maison indépendante, qui publie
du théâtre contemporain et qui, depuis 2001, grâce à ma voisine de gauche, Françoise de Chazelle, publie aussi du théâtre contemporain jeunesse dans une collection qui s'appelle Théâtrale Jeunesse. Et, on en parlera évidemment. Et voilà. Sinon, je suis prof à la fac aussi, en même temps. Je suis Françoise de Chazelle, je suis donc auteure en résidence à Jouy-les-Tours cette année, cette saison. Et en effet, je dirige la collection Théâtrale Jeunesse aux éditions théâtrales que nous avons créée en 2001. Donc, encore jeune, mais pas tout à fait, puisque depuis, il y a eu d'autres maisons d'édition qui ont suivi ce chemin-là, de créer des collections, ce qui prouve qu'il y avait des auteurs et qu'il y avait un besoin aussi pour le théâtre de donner une place à ces auteurs qui écrivaient pour la jeunesse, après de longues années où l'auteur, dans les spectacles pour la jeunesse, c'était pas vraiment la partie la plus importante des spectacles, puisqu'il y avait essentiellement des adaptations d'un répertoire existant de contes ou de romans ou de nouvelles. Mais on en reparlera plus en détail. Voilà. Mais c'est vrai que depuis les années 90, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et il continue à se passer quelque chose au niveau des auteurs d'une part qui écrivent et de la place de ces auteurs dans la production théâtrale et dans aussi la vie du théâtre pour la jeunesse, c'est-à-dire beaucoup, voilà, la preuve, beaucoup de résidences d'auteurs, beaucoup de commandes d'écriture, etc. Tout ça, ce sont des bons signes parce que ça veut dire que c'est vivant. Voilà. Qui s'est donné la mission de faire lire du théâtre à des publics non initiés, essentiellement des jeunes, en milieu scolaire ou pas. Et donc on a créé 3 prix. Un prix qui s'appelle Colidrame, qui est décerné par les collégiens, qui maintenant concerne entre 30 et 35 classes en France, qui est un prix donc national, et qui concerne essentiellement des pièces publiées. Récentes. Voilà. Ensuite, on a aussi l'Inédit Théâtre, qui est un prix décerné par des lycéens et qui, lui, comme son nom l'indique, fait un appel à texte aux auteurs, donc ce sont des pièces inédites. Et la pièce qui gagne est publiée aux éditions Lanzmann. Voilà. Et puis, on vient aussi de créer un autre prix qui s'appelle Inédit d'Afrique et Outre-mer, un petit peu comme le précédent, qui est décerné aussi par des lycéens, mais qui concerne des auteurs d'Afrique et d'Outre-mer. Voilà, et l'auteur qui gagne aussi est publié chez Lanzmann et bien en résidence 1 mois et demi en France. Voilà. On s'attache depuis à peu près 2 ans on arrive un peu mieux à faire le lien entre ces sélections des jeunes et le plateau, puisque notre idée, c'est aussi de valoriser ces sélections, qu'elles soient utilisées évidemment par les enseignants, réutilisées par les enseignants et par tous ceux qui souhaitent travailler autour du théâtre contemporain. Et puis on essaye aussi que ces pièces choisies par les jeunes puissent avoir la chance d'être montées. Donc on a maintenant des partenariats plus importants avec des théâtres, et notamment avec le théâtre du Lucernaire, qui propose de mettre en place des lectures de pièces qui auront été donc choisies par les jeunes et qui seront montées par des compagnies qui seront validées par les auteurs. Le texte de Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, mais c'était une adaptation. Mais en tout cas, une belle adaptation et d'ailleurs un superbe spectacle. Et puis il y a eu la création des centres dramatiques pour la jeunesse, qui a été une date importante, en ce sens que là aussi il y avait une reconnaissance d'un besoin d'avoir des lieux
d'excellence, on pourrait dire, pour la jeunesse. Et c'est peut-être là d'ailleurs d'où les choses sont parties, parce que finalement, il y a eu la création de ces centres dramatiques, je crois que c'était 79. Oui, c'était 79. Il y a eu dans ces centres, justement, ces centres étaient confiés, comme les centres dramatiques en général, à des metteurs en scène. Et ces metteurs en scène se sont justement rendus compte qu'il leur manquait de la matière, qu'il leur manquait des textes pour créer. Et certains d'entre eux se sont mis à écrire, hein, comme Bruno Castan par exemple, hein, qui est devenu un classique, on pourrait dire, de la littérature théâtrale pour la jeunesse. Ils se sont mis à écrire justement parce qu'ils ont senti le besoin de textes originaux en tout cas. Et d'ailleurs la trajectoire de Bruno Castan est intéressante parce qu'il a commencé lui-même par faire des adaptations on pourrait dire de notre fond commun de contes, sauf que, et là on voit bien comment son évolution est intéressante, il est passé de l'adaptation à une vraie création personnelle, c'est-à-dire en s'inspirant de certaines thématiques que l'on trouvait dans ses contes, mais en faisant vraiment une œuvre originale et une œuvre personnelle. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur de ces centres dramatiques, il y a eu ce mouvement et cette envie d'avoir des textes originaux. Et puis moi je pense, ce qui a croisé aussi tout ça, c'est que, bon, vous savez sans doute que le théâtre, en général, dans les années 70, tout a éclaté. C'est-à-dire que l'auteur lui-même avait, même dans le théâtre pour adultes, l'auteur lui-même avait perdu un peu de sa présence. Parce qu'on était dans le règne du metteur en scène et aussi de formes nouvelles à trouver, de rapports différents avec le public, etc. Et beaucoup de créations collectives aussi, si bien que l'auteur n'avait plus tellement sa place, même dans le théâtre tout court. D'ailleurs, Pierre, tu peux en parler au niveau de l'édition, les grandes maisons d'édition n'avaient plus de collection théâtrale. Oui, bah, dans ces 70, c'est quand même intéressant à observer sur le plan de l'édition, parce que l'édition, on en parlera tout à l'heure, est vraiment, à mon avis, un des trois grands facteurs de l'émergence de ce répertoire. Pas forcément à l'origine, mais en tout cas qui a consolidé ce mouvement-là. On verra les autres facteurs, et que ce soit Pascal, Françoise ou moi, on pourra parler évidemment au-delà de la collection qu'on représente tous les deux, hein. On connaît très bien nos confrères, et Émile Lançal n'a pas pu être là, mais on connaît son travail, on connaît le travail d'Actes Sud, on connaît le travail de l'école. Mais effectivement, dans les années 70, pour parler une seconde de l'édition, les grandes maisons de littérature qui avaient des collections de théâtre les abandonnent à partir de 1975 à peu près, que ce soit Gallimard, Le Manteau d'Arlequin, Stock, Le Seuil. Stock, la collection imperdurée jusqu'en 1978, c'était Lucien Atoun qui l'a menée, ça s'appelait Théâtre Ouvert, c'était à l'époque une collection éditoriale. Et effectivement, cette rupture et cette exclusion symbolique et puis concrète du champ littéraire, du théâtre de ce champ littéraire, ne pas sans poser problème et questions. Et en fait, il y a un secteur spécialisé de l'édition de théâtre qui ensuite va s'ouvrir à la jeunesse, mais pas tout de suite. Et au début des années 80, on voit ressurgir des maisons spécialisées, comme ça, ou du moins créer des maisons qui spécialisent comme Théâtrale, que Jean-Pierre Jeupac a créé en 81. Christian Duperron, transfuge de l'avant-scène théâtre, va créer en 85 Papier, qui va très vite être acheté par Actes Sud, parce que le fondateur d'Actes Sud, Hubert Nissen, était un passionné de théâtre, et il voulait avoir une collection de théâtre qui existait déjà là. Et voilà, et donc on est dans ces années-là où
entre, on va dire, entre 75 et 85, où la question du texte de théâtre était compliquée dans ce pays, parce que rejeté par les éditeurs, et il a fallu que ce soit des spécialisés qui se remettent là-dedans, ce qui est un peu compliqué en termes de ghettoisation d'un genre. Voilà, parce que c'est au moins des spécialistes. Alors, est-ce que c'est bien que ce soit un spécialiste? Ma consoeur Claire David n'est pas d'accord avec ce que je dis, parce qu'elle dit, moi je suis celle qui dirige depuis le début la collection Actes Sud Papier. Elle dit, ben, Actes Sud, c'est un généraliste qui fait du théâtre, sauf que Claire ne publie que du théâtre. Pour moi, c'est pas restrictif, hein, c'est ce que je fais, donc voilà. Je serais un peu maso de ne pas aimer ça. Mais alors que voilà, elle dirige une collection, enfin, même quand Olivier Py, qui ne souhaite pas être publié dans une collection spécifiquement théâtrale, les textes de théâtre de Py sont bien publiés par Claire David, donc on est quand même dans cette spécialisation. En effet, l'auteur reprend du poil de la bête, si on peut dire, d'une façon générale, et puis je pense que, enfin bon, c'est une autre idée dans tout ce qui a pu converger, quoi, c'est que justement, comme il y avait ce changement de statut de l'enfant, qu'il y avait une prise de conscience qu'il fallait leur offrir des spectacles non seulement de qualité, mais des spectacles qui questionnaient quelque chose, quoi. Il y avait un manque dans ce qui était présenté avant, même dans certains beaux spectacles. Voilà, c'était le spectacle pour le spectacle, on pourrait dire. Et on sent qu'il y a un besoin justement de parler du monde, de parler aux enfants du monde qui les entoure. Et pas seulement d'être justement dans ces adaptations qui peuvent aussi parler du monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment alors, il y a des auteurs qui ont commencé à faire dans les années justement fin 80, début 90, à faire le va-et-vient entre ce qu'ils écrivaient pour les adultes et ce qu'ils écrivaient pour, je ne sais pas si c'est pour, mais des textes qui pouvaient s'adresser à la jeunesse, comme en effet Catherine Hahn, Olivier Py, Joël Joanneau, qui ont fait en fait un va-et-vient, comme ça, d'écriture. Qu'ils font toujours, dire. Et qu'ils font toujours, oui. Qui s'adressent. Et alors au niveau de l'édition, là aussi il y a eu des pionniers. Il y a eu par exemple Dominique Béraudy, qui au début des années 90 a créé une belle collection qui s'appelait Tréteaux Théâtre. Tréteaux, pas comme un tréteau de théâtre, mais Tréteaux Théâtre, qui a duré quelques années seulement. Pour des raisons financières, il a dû arrêter, mais qui était une collection avec des textes originaux. Lui, il y a eu, alors justement, au Centre dramatique du Nord, les éditions La Fontaine, qui sont nées justement de ce besoin pour un centre dramatique d'avoir des textes originaux. Il y a eu après, évidemment, une grosse maison, l'école des loisirs, qui avait pour elle, un peu comme pour Actes Sud Papier, derrière la machine d'une grosse maison d'édition, qui permettait en effet de prendre ce genre de risque. En fait, vous voyez, c'est pas un point de départ, c'est une convergence de plein de constatations au fond de manque et de désirs finalement qui sont beaucoup partis du plateau, et ça c'est bien. C'est-à-dire d'avoir un matériau pour faire des spectacles qui soient des spectacles non seulement de qualité, mais avec des textes, oui, je crois que portant un regard sur... Théâtral n'avait pas de budget particulier pour lancer cette collection, donc c'est vrai qu'on était dans une économie un peu particulière qui était de se lancer comme ça. Donc ben voilà, on a décidé ça. Moi j'avais posé quelques conditions qui étaient que ce soit des livres
Alors nous, dans notre cas, c'est vrai qu'on remet des prix, qu'on demande aux jeunes de remettre un prix, mais c'est vrai que c'est aussi une découverte pour la plupart d'entre eux, pour la majorité d'entre eux. Donc c'est aussi une façon de faire découvrir ces textes et de les mettre en avant, mais de les faire découvrir par des élèves et par des enseignants aussi beaucoup. Notre travail, c'est aussi d'essayer de constituer des fonds théâtre, puisqu'on travaille aussi avec les bibliothèques beaucoup, c'est-à-dire qu'on a pas mal de partenaires qui nous aident à mener ces actions, puisqu'il ne s'agit pas juste de faire voter des jeunes, hein, il y a tout un accompagnement, je vous passe les détails, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est aussi que ça ne soit pas un jugement et une appréciation en fait faite par les jeunes, même si c'en est une aussi, même si ça met en avant certains textes et que parfois c'est pas les mêmes textes qu'ils choisissent que les adultes, mais en tout cas l'idée c'est aussi qu'ils découvrent ces écritures-là, qu'ils disent ce qu'ils en pensent dans la mesure où on décide souvent pour eux bien sûr et qu'on leur propose des choses et qu'on leur demande pas souvent leur avis. Donc c'est aussi disons qu'on fait aussi tout un travail autour de l'accès de la culture pour tous, de l'éducation populaire, auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire vraiment de donner accès à cette culture-là au maximum de personnes. Mais on travaille aussi en prison, on ne travaille pas que avec les jeunes. C'est vrai qu'en même temps, on a eu beaucoup de demandes de la part d'enseignants qui travaillent avec des adolescents. Voilà. Et que leur point de vue sur les textes s'avère être... nous remettre pas mal en question en fait, nous interroger pas mal, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que vraiment je pense que c'est pas le fait de leur faire juger ou de leur faire comment dire mettre en avant un titre ou un autre, en fait c'est pas tellement ça l'objet, c'est plutôt d'arriver à leur faire découvrir, puisqu'ils choisissent parmi un corpus, donc on essaye de leur donner un panel suffisamment large de ces écritures. Dans le cadre du prix Collidrame, c'est vrai que l'idée c'était aussi de mettre en avant des maisons d'édition, c'est vrai, et ça continue de l'être. C'est important de mettre en valeur tout le travail des éditeurs par rapport à l'émergence de ces textes. Et puis voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'on peut peut-être dire ce qu'est le prix Collidrame? Je ne sais pas si c'est forcément lisible pour tout le monde, de même peut-être parler un peu de l'inédit. Alors, le prix Collidrame, donc c'est un prix national qui est décerné par des collégiens. On fait un appel à texte auprès des éditeurs de théâtre qui nous envoient chaque année. Donc, il existe depuis 8 ans. C'est la 8e édition cette année. On fait un appel à texte auprès des éditeurs en leur demandant de nous adresser 5 titres qu'ils ont fait paraître dans l'année précédente et qu'ils pensent pouvoir être intéressants pour des collégiens. Voilà. Après, on ne reçoit pas toujours des textes publiés dans des collections jeunesse. L'édition théâtrale ne nous envoie pas toujours que des textes qui font partie de la collection jeunesse. D'ailleurs, il y a 3 auteurs lauréats de Collidrame là dans la salle. Il y a Dominique Richard, Gilles Manové et Françoise Duchesnel. Et voilà, après, il y a des interventions qui sont faites dans les classes autour de la dramaturgie. C'est des interventions de 2 heures qui sont faites par des comédiens, dramaturges en activité. Ce ne sont pas des profs de théâtre, je précise parce que c'est important. Ce sont des gens qu'on peut voir soit jouer, soit dont on peut voir la mise en scène, etc. Dans l'année. Donc ça, c'est le prix Collidrame. Il est décerné. Les élèves ont l'opportunité de voir des spectacles, alors, voilà. des textes qu'ils ont lus ou pas? Alors, pas forcément des textes qu'ils ont lus, parce que c'est difficile pour eux après de faire la part des choses entre le spectacle justement et le texte. Et nous, on s'attache vraiment à travailler sur le texte, effectivement. Après, on travaille la mise en voix pour pouvoir parler de la langue et des spécificités de la langue théâtrale. Mais par contre, dans le contrat qu'on passe avec les classes, il faut qu'ils aillent au moins une fois voir un spectacle de théâtre contemporain. Voilà. Et puis, ensuite, ils rencontrent l'auteur qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que chaque classe choisit son texte, ils rencontrent de toute façon cet auteur, et ensuite, il y a un deuxième tour qui réunit des représentants de toutes les classes, et où là, on choisit la pièce qui sera lauréate. Je précise quand même qu'il ne s'agit pas d'un vote, c'est que la façon de choisir, pour tous les comités de lecture qu'on met en place, y compris les prix, c'est de compter les arguments positifs pour chacun des textes. Voilà, donc
une autre façon de pratiquer la démocratie. Mais c'est assez intéressant puisque voilà, donc c'est pas forcément la majorité en nombre qui l'emporte, mais c'est la majorité en arguments positifs. Voilà, c'est surtout une façon extrêmement vivante et riche de pratiquer l'enseignement de la littérature, déjà et de la lecture. Est-ce que vous savez un peu quelles sont les retombées après sur leur initiative de lecteur? Parce que vous dites qu'aujourd'hui la jeunesse ne lit plus ou pas assez. Oui, il y a des retombées, c'est sûr. Après, on les sauve pas non plus. Je ne sais pas si on en fait des grands lecteurs. En tout cas, pendant un an, c'est sûr qu'ils s'attachent à lire. Je pense que le livre qu'ils ont choisi, ils le gardent. La pièce qu'ils ont choisie, elle fait partie de leur univers. Et les 4 textes ou les 3 textes qu'ils ont lus font partie de leur univers. Je pense et j'espère, et même j'en suis sûre, que certains d'entre eux vont relire du théâtre et vont peut-être même lire d'autres choses que du théâtre et vont se dire que l'écriture contemporaine, c'est pour eux aussi. Et même j'ai l'ambition de me dire, ou la prétention de me dire que peut-être même qu'ils vont penser que l'art contemporain est pour eux aussi, puisque c'est aussi large que ça. Je pense que dès qu'on commence à parler de choses dont on n'a pas forcément... sur lesquels on n'a pas forcément plein de repères, puisque c'est pas tout à fait la même chose de parler d'une œuvre contemporaine que de parler d'une œuvre classique. Il n'y a pas grand monde qui a écrit sur une œuvre contemporaine. Il nous faut découvrir plein de choses sur les pièces. On est très peu, ils font partie des premiers lecteurs comme nous. Et c'est ça qui est intéressant. On partage cette découverte-là et on apprend. Ils nous ouvrent aussi les yeux sur une dramaturgie parfois. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le fait de compter les arguments, ça oblige finalement à travailler sur la dramaturgie et à décoller de l'émotion, du sujet, des personnages et à aller assez vite vers les spécificités et les qualités textuelles propres de chaque texte, quoi. Voilà. Et aussi de parler des possibilités scéniques. Voilà. Bien sûr, comment on imagine, est-ce qu'on l'imagine? C'est toujours un grand mystère pour eux, ça. Et c'est une découverte, je pense. C'est vraiment un parcours qu'ils font, de se dire que, en fait, l'intérêt, c'est que c'est vrai que au début, ils trouvent ça difficile. Parfois, ils rejettent, même souvent, ils rejettent. Parce que c'est plus difficile. Alors, en même temps, ils ont moins d'a priori que les adultes sur la forme. Et en même temps... lire du théâtre, ça les déconcerte beaucoup parce qu'en fait, ils connaissent que... Oh, ils connaissent, et encore ils connaissent, en tout cas, ils n'ont appréhendé pour la plupart que les textes de Molière, ou voilà. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et lire du théâtre, c'est un acte un peu paradoxal, si on se dit que c'est aussi fait pour être joué. Est-ce qu'ils ne réagissent pas aussi face à ça? Ça dépend, par exemple, il arrive, on a le cas souvent avec un auteur comme Philippe Dorin, où ils disent bah oui, mais ça, on ne comprend pas quand on lit tout seul, on ne comprend que quand on lit à plusieurs dans la classe et tout ça. Bah oui, on découvre le théâtre, on découvre ce que c'est que le théâtre. Il y a une élève qui avait dit que un de ses arguments, c'était de dire qu'elle avait découvert le plaisir de la lecture à plusieurs et ce partage-là, comment ça lui avait fait en fait découvrir les sens de l'œuvre. Et la lecture collective. Je pense que ça, c'est vrai que c'est le théâtre qui amène ça, c'est-à-dire que je pense que ça ne serait pas pareil de faire des comités de lecture sur des romans. Je pense que le théâtre, en tout cas pour les adolescents, apporte quelque chose de très particulier, de très nécessaire, je dirais, à cet âge-là. Voilà, moi je pense ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires quand on est ado et tout ça, mais je crois que le théâtre, c'est vraiment un endroit qui les dérange, qui les interroge et qui les rend, qui leur ouvre les yeux, qui leur ouvre plein d'univers, en fait, qui leur ouvre plein de possibles. Voilà, des possibles auxquels ils ne pensaient même pas avoir accès. Voilà. Quelques mots sur le prix des lycéens, alors peut-être? Oui, c'est sur le même principe, sauf que c'est un appel à texte qui est passé aux auteurs. En fait, alors j'ai oublié de dire que pour le prix Collier de Rame, l'auteur gagne 1 500 €. Je le dis parce que c'est pas un prix honorifique, il y a vraiment un vrai prix, quoi. Ils sont responsables de ça. L'auteur reçoit de l'argent, alors ils trouvent souvent que c'est énorme et que eux ils n'ont rien et que c'est eux quand ça va ils comprennent après. Et c'est drôle parce qu'ils demandent souvent aux auteurs ce qu'ils vont faire avec l'argent. Ça les intéresse.
Mais bon voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est important, parce que notre travail, c'est aussi de leur montrer qu'ils ont voix au chapitre pour de vrai, qu'on leur demande pour de vrai leur avis, quoi, et que leur avis va vraiment compter. Et pour les lycéens, en fait, donc on passe un appel à texte aux auteurs qui envoient donc des textes inédits qui ne sont pas publiés et qui ne sont pas en voie de publication chez un éditeur. Donc c'est souvent des auteurs émergents, on va dire, qui répondent à cet appel à texte. Et ensuite, on en choisit 3 parmi ceux qu'on a reçus. Et puis donc, bon, selon le même principe, avec des séances et tout ça dans les classes, le texte qu'ils ont choisi donc est publié aux éditions Lanzmann. Et voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont une lourde responsabilité là, parce Aussi, que ouais, aussi. outre cette éducation essentielle à la lecture, à la critique, finalement, ils ont aussi, à un moment donné, la charge de décider qu'un auteur va passer, qu'un texte va passer du tiroir au rayon des bibliothèques et des libraires, c'est quand même pas rien. Non, et peut-être même à la scène, finalement. Oui, alors voilà, nous, en plus, là, comme je disais, maintenant, depuis 2 ans, on essaie vraiment d'aller plus loin que juste la lecture, et on essaye de faire en sorte de donner un petit pied à l'étrier. Nous, c'est vraiment là notre souci d'arriver à ce que tous ces textes qui ont été choisis par eux, puisque soi-disant, nous sommes très à l'écoute des jeunes et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour eux, puisqu'ils ont choisi ces textes, comme tous les textes issus des comités de lecture, montons-les, créons-les et produisons-les, faisons-les tourner. Voilà, donc on essaye de faire ça. Alors évidemment, c'est une lourde responsabilité, ils en sont conscients, donc c'est aussi ça qui les rend petit à petit très sérieux, très engagés, ils se battent. C'est étonnant de voir les délibérations finales parce que ils y croient pas eux-mêmes qu'ils vont se battre comme ça pour un texte. Et quand ça arrive, eh bien ils sont très engagés vraiment, quoi. C'est amusant de les voir et ils sont hyper sérieux. Il s'agit pas d'être injuste à ce moment-là. Et la validation des arguments, c'est pas une mince affaire, croyez-moi. Voilà, donc après oui, on leur donne cette responsabilité, ça les valorise aussi pas mal, ils sont contents de ça, puisque aussi c'est un livre qui existe. Je crois que pour eux, l'objet livre, c'est à la fois pour certains, c'est un objet qui les met qui les interroge, qui les met en doute, parfois qui crée des complexes. C'est parfois un objet avec lequel ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc le fait d'être à l'origine d'un objet comme ça, c'est important, je crois, pour eux, pour la plupart d'entre eux. Les classes qui répondent, les enseignants qui répondent à ces projets sont souvent ceux qui travaillent avec des élèves en difficulté souvent, enfin en tout cas dans des endroits où c'est pas facile, voilà. Donc oui, je crois que c'est une belle aventure pour eux, j'espère. Ça paraît être une belle aventure. Alors justement, comment est-ce qu'on répond à un projet? Et justement, voilà, vous venez de casser la question que j'aurais peut-être eu envie de vous poser, c'était quelle était la place des publics ou des classes ou des élèves qui étaient peut-être plus éloignés des centres culturels, des centres de diffusion de la culture, de la lecture et éventuellement du théâtre. Donc là, manifestement... on les met au même niveau, même si parfois d'ailleurs on a eu des élèves de lycée pro ou de SECPA qui nous demandaient si leurs arguments compteraient autant que ceux des autres, mais oui, ils comptent autant. Et puis voilà, mais c'est le challenge, hein, voilà, c'est comme pour le prix Collydrame de réunir aussi les élèves de la 6e à la 3e. On sait bien que c'est pas les mêmes, voilà, qu'ils n'ont pas de mal, mais ils sont dans les mêmes établissements et c'était notre défi, quoi, de se dire si ils vont se mettre, on va y arriver, ils vont choisir ensemble et ça marche. Et croyez-moi qu'ils ne choisissent pas les choses les plus faciles, les plus consensuelles. Ils sont très étonnants et voilà, je dirais des lauréats de cette année. Mais justement, alors c'était la question que je voulais vous poser, et là peut-être aussi avec la remarque que vient de faire François Duchastel, quels sont les thèmes, les textes qui intéressent ces jeunes publics? Qu'est-ce qui manifestement retient le plus leur attention aujourd'hui? C'est dur de répondre à leur place, mais moi, à chaque année, je suis assez étonnée par leur exigence. Par leur exigence finalement, c'est-à-dire qu'ils choisissent
pas du tout les textes les plus faciles. Et à chaque fois, au moment, parce que j'ai oublié de dire qu'on n'est pas tout seul à choisir au départ les textes qu'on va leur proposer, c'est-à-dire qu'il y a un comité de sélection qui se réunit et qui rassemble tous les partenaires des prix, c'est-à-dire des théâtres, des enseignants évidemment, des bibliothécaires, des financeurs, enfin des gens des DRAC, des conseils généraux, etc. Donc on est plusieurs à discuter et quelquefois à s'engueuler autour des textes en essayant de se projeter dans les classes ensuite et voilà, avec eux, quoi. Et parfois, je disais ça parce que parfois on se dit, ah ben celui-là, ouais, mais si on le met, c'est sûr qu'ils vont le choisir parce que c'est le plus séduisant. Et en fait, hein, Ça marche pas. eh ben non, parce qu'en fait, on s'aperçoit que comme il y a ces séances d'accompagnement, en fait, ils sont comme nous. Ils préfèrent les choses intéressantes, hein, ils sont comme nous, enfin comme tout le monde en fait, préfère les choses intéressantes. Et même s'il y a cette première réaction qui est de se dire bah, je vais prendre le plus court, celui qui est le plus facile, et nanana, bah, en fait ça ne tient pas 2 minutes parce qu'ils ont 3 arguments sur ces textes-là, et puis sur les autres textes il y en a 25, donc voilà, c'est aussi la façon de compter qui les oblige à ça. Françoise Duchâtel, peut-être vous voulez... Même des sujets, je dirais, assez polémiques, pour la plupart chaque année. Bon, ben voilà, l'année dernière, quand même, Mon frère, ma princesse, c'était un texte, voilà, qui parle de l'identité, on va dire. Ouais, du genre, la question du genre. Je pense qu'il y a aussi... ils choisissent quand même des textes qui sont des textes de théâtre, d'une manière ou d'une autre, qui posent la question du théâtre. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose où un texte où la théâtralité est évidente. Par exemple, le texte de Françoise, c'est vrai que c'est 2 monologues qui s'entrecroisent, on pourrait lire ça. Sauf que dès qu'on le dit, c'est vraiment une parole adressée, il y a une oralité, c'est du théâtre. Et là, par exemple, ça a été un des questionnements, et ils ont découvert, et je pense qu'ils ont appris quelque chose sur les théâtres à partir de là. Et ça leur a plu aussi. Et ça, j'ai remarqué qu'ils choisissaient souvent des textes qui posent la question de qu'est-ce que c'est le théâtre. Et ils découvrent qu'en fait, le théâtre, c'est pas juste parce qu'il y a des dialogues, parce qu'il y a écrit le nom du personnage, 2 points, et la réplique, que ça fait théâtre, quoi. Et je crois que ça, c'est une découverte aussi pour eux. Voilà. Il faut dire aussi que ce répertoire dont on parle, il suit l'histoire du théâtre d'aujourd'hui tout court, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années déjà que le théâtre, disons, dans sa forme traditionnelle, a volé en éclats, c'est-à-dire la narration, le théâtre qui s'écrit aujourd'hui, c'est aussi en effet du monologue, c'est aussi du théâtre en fragments, c'est l'utilisation à nouveau d'ailleurs du cœur, c'est le personnage qui disparaît d'une certaine façon. La poésie qui oui, est proche de la poésie. Alors on retrouve tout ça dans ce répertoire pour la jeunesse. Donc ce qui est bien, c'est que justement, comme tu disais, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'a priori. Et que du coup, ils rentrent très facilement dans toutes ces formes qui déroutent souvent les adultes et que ça les déroute beaucoup moins. Pas trop cette classification, mais qui font un va-et-vient entre un théâtre plus pour adultes et un théâtre plus pour la jeunesse, qui ouvrent peut-être même des voies de cette théâtralité-là. Donc moi je me demandais si, puisque l'image qui est de plus en plus présente dans la création, dans la scène théâtrale contemporaine, est-ce qu'elle fait son entrée d'une façon plus écrite dans les textes, y compris dans les textes pour la jeunesse? Joël Pomera, par exemple, se dit auteur du plateau, et bon, la place de l'image ou du visuel, parfois, apparaît de façon tout à fait écrite. Ah ben lui, il est auteur plateau, et il comprend même pas pourquoi il est publié, mais je ne comprends pas non plus d'ailleurs. Par faire une trace, un souvenir du spectacle, bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut faire un DVD, à mon avis. La force du répertoire, à mon avis, et du geste éditorial, c'est de se positionner avant le plateau, et ça permet, et ça c'est les auteurs qui le font, hein, nous on n'est jamais que des médiateurs, hein, qui posons des labels sur tel et tel texte, mais par exemple, j'ai en tête un spectacle
justement par un spectacle, un texte de Sylvain Levé, Costa le Rouge, qui avait été commandé par 5 théâtres en Seine-Saint-Denis. Et Sylvain Levé, mais comme Dominique Richard aussi, ont l'art et la manière de répondre aux commandes des compagnies en faisant ce qu'ils veulent, ce qui me paraît très sain, et en persuadant le commanditaire que c'est ce qu'ils avaient demandé. Bon, c'est ça, avoir un geste artistique et littéraire fort. Et je me souviens de ce spectacle, donc Sylvain, on lui a commandé un texte sur la transmission, et il écrit Costa le Rouge, une histoire de transmission de génération, avec un petit-fils et son grand-père adoré, et au milieu de ce binôme, un père qui est de la génération de l'abandon, des idéologies, voilà, il a lâché l'affaire, pour prendre une expression triviale. Et Costa est plus à le point levé. Et je me souviens d'avoir accompagné Sylvain dans la création par Julien Bouffier, ça, je ne dis pas de bêtises. Et je vais venir à autre, parce qu'on ne dirait pas, mais j'y arrive. C'est un metteur en scène tout à fait intéressant par ailleurs, mais qui avait voulu mettre de l'image dans un texte qui n'en avait pas, qui était un texte hyper générateur d'images, mais pas de vidéo, d'images mentales. Et il avait voulu en mettre avec des images d'actualité et tout. Je peux vous garantir que j'étais dans une séance scolaire au Blanc-Ménil, c'était le foutoir quand il y avait ces foutues images, et quand la langue de l'auteur et du poète revenait, ça m'ouftait plus. Donc, alors je ne sais pas trop ce que vous appelez ça augmenter, parce que moi ça me fait penser au livre augmenté. Alors ça c'est des questions éditoriales, qu'est-ce qu'on va faire avec le livre numérique C'est une expression qui est employée parfois par des universitaires spécialistes de la question pour parler de la scène dès qu'elle fait appel à la création vidéo, etc. Oui, mais moi je pense que ça c'est un autre oui, on travail. Si on parle de l'émergence d'un répertoire, ça c'est une expression de Dominique Berodi dans Théâtre aujourd'hui, je pense que ceux qui vont rester sans verser dans la boule de cristal, et pourquoi ce mouvement est ancré aujourd'hui, c'est bien parce que ce sont des auteurs qui s'émancipent du plateau. Et contrairement à ce que racontait la sémiologie théâtrale des années 70, qui dit que le texte de théâtre est un texte troué, alors on peut le prendre positivement en disant que c'est un texte qui est poreux, dans lequel des metteurs en scène peuvent s'immiscer et faire leur propre geste artistique, donc ça c'est très bien. Et puis nous on essaie de combattre l'idée que des textes de théâtre ne deviennent œuvres que quand ils passent sur le plateau. On cherche des textes qui tiennent debout tout de suite. On va dire que le public du livre de théâtre, que ce soit jeunesse ou généraliste, pour prendre l'expression de Marie Bernanos, qui dit justement, pour continuer à la citer, que le théâtre jeunesse c'est pas un théâtre moins mais un théâtre plus, et qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a plus de recherche formelle dans le théâtre jeunesse que dans le théâtre généraliste qui s'occupe pas de forme littéraire, mais effectivement de cette scène augmentée. Bon. Et je pense que ceux qui s'affranchissent du plateau sont ceux qui justement vont être multicréés, parce que je parlais des 3 facteurs, et du coup je sens que j'ai lancé un petit teasing mais qui n'a pas vraiment marché, donc je continue mon affaire. On va dire que dans les 3 facteurs, il y a l'édition, il y a la médiation, on en parlera dans la deuxième table ronde, et puis il y a bien sûr les créateurs, les metteurs en scène. Mais je dirais qu'un catalogue comme celui de Théâtral, qui publie les textes avant qu'il y ait un projet scénique, c'est un catalogue qui est multimonté. Et Philippe Dorin explique très bien qu'on sait quand qu'un texte est une pièce de théâtre quand il est monté pour la 2e fois. Parce que monter une fois, c'est pas très compliqué, on le fait faire par un copain, voilà, très bien. Mais c'est quand d'autres s'en emparent et qu'on peut mettre sa propre patte, parce que voilà, monter 15 fois Tartuffe, ça gêne personne. Par contre, monter 2 fois un auteur contemporain, c'est plus compliqué. Et pourtant, il y en a qui s'y collent, des metteurs en scène, et ça, c'est passionnant. Et je pense que les éditeurs de théâtre, sur Théâtral ou d'autres, n'y sont pas pour rien, mais voilà, on n'est jamais que pour valider un mouvement qui vient des auteurs. Et puis, pour revenir sur ce que vous parliez, alors, oui, on parle forme, parce que Françoise et moi, notre entrée dans les textes, c'est la forme, c'est l'écriture. Après, ça parle toujours de quelque chose. Mais on n'est pas en Angleterre ou en Allemagne où on fait des school plays, où on dit aux auteurs, faites-moi un texte sur la drogue à l'école, parce que voilà, on n'est pas là-dedans. Les auteurs, ils font ce qu'ils veulent à ce moment-là. Et j'ai la grande prétention de penser que je sais reconnaître quand c'est une commande d'un des auteurs que nous publions et que c'est une commande dans laquelle il n'était pas à l'aise parce que son texte est rarement réussi. Et quand c'est une commande où il fait ce qu'il veut, et là
là c'est réussi. Oui, et voilà, je revenais à ça, et je pensais aux formes dramaturgiques différentes, je pensais aux thèmes, et on disait rapidement, parce que je pense qu'il faut quand même aborder ça, on parlait que les adultes dans les choix étaient plus rétifs que les jeunes, et c'est pas la démagogie de le dire, et je crois qu'aujourd'hui, on est quand même à un moment donné où il y a ce répertoire qui est bien lancé, mais qui pourrait très bien connaître des difficultés aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plusieurs censures. Ben oui. Il y a plusieurs censures. Il y a l'autocensure des auteurs, qui est une autocensure économique, parce que s'ils ont envie d'être montés, ils n'ont pas intérêt à écrire des textes à 5, 6, 7 personnages. Il faut mieux faire 2 ou 3 personnages. Donc il y a une première censure qui nous concerne pas, parce que dans le reste du catalogue de théâtral, on a publié des textes comme de Noël Renaud, de Pas de tout jeunesse, où il y a 1000 personnages. Mais nous, c'est pas notre problème. La faisabilité scénique n'est pas notre affaire. Et puis, voilà, il y a quand même une censure institutionnelle que politique ou corporatiste des enseignants. On parlait du genre, on est quand même en plein dedans. Si je trahis pas quelque chose, mais il me semble qu'un texte comme le très beau texte que nous avons la fierté d'avoir publié avec Françoise, Les Cahiers de Rémy, de Dominique Richard, je crois, a un destin compliqué en ce moment, parce que parle de l'identité, de l'homosexualité, et ça c'est un texte qui serait beaucoup plus passé il y a 2-3 ans, et c'est en train de se crisper fortement. Exactement. Et d'ailleurs, il n'est pas passé cette année, juste pour faire un petit insert au niveau du comité de sélection de Collidrame. Je pense à cause de ce sujet, enfin même je pense, j'en suis sûre, parce que c'est ce qui a été évoqué, alors que, je ne sais plus combien d'années avant, le texte Une journée de Paul, qui était quand même sur, qui était différent bien sûr, hein, mais en tout cas qui abordait en tout cas les mêmes questions, a été primé et choisi par les collégiens. Donc c'est bien, moi je suis sûre qu'il y a une crispation de la part de, mais pas que du monde enseignant. Je pense que le monde enseignant est victime aussi d'autres choses. Hein. C'est pas une accusation hein, que je. Non, c'est pour faire réagir un peu. Défendez-vous les profs. On a évoqué donc la place des nouvelles technologies, la vidéo, etc. Ça m'est arrivé de voir des élèves, je pense que c'était un spectacle de Fabrice Lecchio où il y avait une intervention massive de la vidéo, même en 3D, avec un seul comédien, et c'était très réussi, ça fonctionnait très bien. A contrario, que ce soit dans un spectacle pour adultes, entre guillemets, enfin tout public ou pour enfants, il peut y avoir une utilisation tellement massive de tout un appareillage, je dirais, que le texte meurt et que la garde se rend. Et donc, ma question en lien avec ça, ça serait de savoir comment se fait-il que finalement, quand des jeunes sont confrontés à des textes dont on leur dit qu'ils vont contribuer à les choisir, à les élire pour être édités et éventuellement joués, dans un contexte où on a d'un côté une diversité de formes, on a une forme très labile, très changeante du texte théâtral, c'est-à-dire qu'il est plus animé par la même dynamique. Vous avez parlé tout à l'heure des textes fragmentaires, des textes poétiques, je ne sais plus quel est l'autre terme que vous avez utilisé, monologue, etc. Bon, donc, qui sont des éléments qui peuvent éventuellement désarçonner des spectateurs plus anciens, plus traditionnalistes. Alors, comment se fait-il, j'arrive à ma question, enfin à mon interrogation, j'ai un peu de mal à formuler, que des jeunes qui ont une expérience, comment expliquez-vous ça? Que des jeunes qui ont une expérience des textes et du théâtre sensiblement différentes sont en capacité de choisir et d'élire des textes qui finalement vont passer la rampe et vont se révéler posséder une certaine forme de théâtralité. Et donc si on met dans un même panier des textes qui sont injouables et qui ne passeront pas la rampe, et des textes qui ont une certaine théâtralité, comment expliquez-vous que les jeunes qui sont jeunes aussi dans leur expérience du théâtre aient cette intuition dans leur choix des textes qui passent la rampe et qui finalement sont tout à fait voilà. Parce que le théâtre c'est du jeu aussi. Et que je crois que c'est pas qu'une question de capacité justement. C'est pas qu'une question d'érudition. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement intuitif et d'extrêmement ludique avec le théâtre, et d'extrêmement direct aussi. C'est-à-dire que
Quand on parlait tout à l'heure de sujets qui font polémique et tout ça, je pense que c'est aussi important dans leur choix parce que c'est souvent, quand ils disent on a choisi ce texte parce que là, l'auteur, il ne fait pas de détour. Il ne nous dit pas, pour nous décrire une chose difficile, il ne nous fait pas tout un détour, il nous dit directement les choses et nous, on aime bien ça. Et je crois que, ouais, moi je crois qu'il y a le jeu, il y a le côté direct, il y a le fait qu'on n'a pas besoin. En fait, on est trop érudit des fois quand on veut se poser vraiment la question. On est trop savant. Pas érudit, mais trop savant. Voilà. En tout cas, ce que vous dites des critères éventuels formels de choix, le fait que l'aspect fragmentaire, poétique, ça ne les effraie pas, ça va complètement, enfin, ça lutte contre la peur de la ghettoisation dont vous parliez tout à l'heure, Pierre Banos. C'est-à-dire que, voilà, manifestement, on a quand même affaire à un public, à un lectorat qui est peut-être pas encore très formé, mais qui en tout cas est peut-être plus ouvert que l'institution ou les institutions qui décident de ce qui se, à un moment donné, de ce qui se joue, de ce qui se publie, de ce qui se lit quelques années plus tard finalement. Oui, c'est pas un détour que c'est un espoir, hein, mais ça je suis complètement persuadé qu'il y a de l'espoir. Quand j'en discutais avec Jean-Claude Lalias, entre guillemets Monsieur Théâtre de l'Éducation nationale, il me dit non mais c'est pas le futur public, c'est un public aujourd'hui. Mais par contre c'est des choses fragiles. Et puis là on est en train d'interroger, et on va le faire dans la deuxième table ronde. On est en train de montrer, ces mots à la mode, les bonnes pratiques, pratiques vertueuses, mais c'est le petit village gaulois des convaincus. Faut pas croire que ce sont des choses qui se généralisent. On a un continent énorme à défricher, voilà, et que ce soit à Vitry, à Ouascal, et on va les entendre tout à l'heure. Ils font des boulots super dans leur coin, et Pascal nationalise quand même son action, mais on est encore très très loin de... Voilà, et puis on est dans des choses fragiles. Tout à l'heure j'étais, et on peut saluer la présence, je ne sais pas où est sa table de librairie, mais il y a la librairie Libre Enfant qui tient une table ici pour montrer un peu la diversité éditoriale de ce secteur. Je crois aussi qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'on est dans une sorte de chaîne interdépendante entre les auteurs, les lecteurs, et au milieu les médiateurs que sont les compagnies, ou les théâtres, ou les éditeurs, et que moi je suis inquiet sur l'avenir du livre, et que ça pose question. Après on peut parler du numérique, mais c'est pas une fin en soi de balancer des fichiers comme ça. Et donc voilà, ghettoisation que j'employais en termes éditorial pour dire que moi j'aimerais bien que, à la rigueur, peut-être qu'une maison spécialisée comme la nôtre disparaîtrait, mais ça c'est pas bien, c'est pas plus grave que ça, si c'était relayé par des gens qui ont des moyens de communication plus forts. Et en même temps, ce qu'on doit aussi raconter, et là encore c'est isolé, c'est des bonnes pratiques, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est qu'aussi on est quand même dans un secteur de militantisme. À tous les degrés, à tous les chaînons de la chaîne, et voilà, dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que, nous c'est aussi un critère éditorial avec Françoise, ça peut paraître étrange, mais on publie des textes de belles personnes, de gens qui s'investissent, qui dans leurs œuvres proposent des choses fortes, des choses qui émancipent, qui élèvent. On entendra dans la table ronde des auteurs. Sylvain, tant pis, je te pique ton image, ce sera ça de moins pour tout à l'heure, mais il nous raconte à juste titre que voilà, l'auteur c'est celui qui monte sur le phare et qui regarde les pirates arriver, donc c'est ceux qui ont un temps d'avance. Et voilà, et je trouve que moi ce qui est passionnant dans ce travail quotidien, c'est d'essayer d'accompagner le mieux possible des gens qui font cet effort-là. Et c'est pour ça que les jeunes que croise Pascal ne s'y trompent pas du tout. Mais ça concerne combien de classes en France par rapport à l'océan de classes? Ça concerne très peu de classes, puis surtout, comme tu dis, c'est hyper fragile, parce que si on continue à restreindre les champs, si on continue à... cette censure insidieuse, en fait, qui s'établit quand même, quoi qu'on veuille bien en dire, eh bien, je ne sais pas combien de temps on aura le droit, nous, de faire ça. Combien de temps on nous laissera faire, combien de temps on aura
la possibilité de le faire, de laisser les enfants choisir. Voilà. Parce que oui. Oui, puis en ce moment, les institutions, alors là je ne parle pas des enseignants, je parle vraiment du ministère, mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. Voilà, ça c'est le truc qui plaît en ce moment. Il faut voir ce qu'on en fait derrière.